Si un astéroïde comme Apophis frappait la Terre, nous serions détruits. D'immenses séismes secoueraient la Terre et des tsunamis inonderaient tout. Apophis, un corps céleste vieux de plusieurs milliards d'années, est présent dans le système solaire depuis sa création. Vous vous demandez sans doute quelle est la probabilité que ce gigantesque caillou entre en collision avec notre planète en 2029 ? Eh bien, nous allons voir ça, d'accord ? Apophis est un énorme astéroïde découvert en 2004 par l'Observatoire national de Kitt Peak en Arizona. Depuis, on dit de lui qu'il est l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais localisés. Il fait environ 330 mètres de large. C'est un peu plus grand que l'Empire State Building ou la Tour Eiffel. C'est parce qu'il fait si peur qu'on l'a baptisé Apophis, du nom de la créature immortelle égyptienne qui apportait l'obscurité éternelle et la destruction. En 2021, les chercheurs ont eu l'occasion exceptionnelle d'étudier ce rocher flottant lorsqu'il est passé près de notre planète. Nous y reviendrons dans une minute. Certains scientifiques disent qu'il y a 2,7% de chances qu'Apophis frappe la Terre le vendredi 13 avril 2029. Ce serait l'effet Yarkovsky qui serait en cause, car il pousserait ce gros rocher spatial vers la Terre. Cet effet provient de l'émission inégale de photons thermiques, dont le résultat est une force inimaginable s'exerçant sur l'objet touché. Ces photons exercent une poussée immense et jouent un rôle essentiel dans la dynamique du corps en question. L'astéroïde possède deux faces, une sombre et une claire, tout comme la Lune. La face claire est tournée vers le Soleil et est plus chaude que la face sombre. Mais l'objet tourne lui-même, de sorte que ses faces changent constamment de direction et de température. Ces changements n'ont rien de bon, car ils poussent légèrement Apophis vers la Terre. Malheureusement, personne ne sait comment l'effet Yarkovsky influencera la trajectoire de l'astéroïde. D'autre part, lors du dernier passage de l'astéroïde près de la Terre en 2021, les astronomes ont utilisé des radars pour prendre des mesures précises de sa trajectoire, et ils ont pu conclure qu'Apophis passera à environ 3000 km de la Terre en 2029, et ne nous dérangera plus pendant au moins 100 ans. En général, tous les 8000 ans, notre planète est touchée par une étoile filante de dimension similaire à celle d'Apophis. La dernière fois que nous avons été frappés par un météore légèrement plus petit, c'était en 2013. Un nouvel engin spatial développé par la NASA, appelé OSIRIS-REx, a été lancé en 2016 pour collecter des échantillons sur un autre corps céleste légèrement moins terrifiant, Bennu. 4 ans plus tard, il a finalement atteint l'objet visé, a pris quelques échantillons, a rapidement dit au revoir à Bennu et est retourné vers la Terre. Les échantillons ont été stockés en toute sécurité dans une capsule déposée dans l'Utah. Jusqu'à présent, il s'agit de l'échantillon le plus significatif jamais prélevé sur un astéroïde. Après sa livraison, le vaisseau n'a pas perdu de temps et s'est lancé à la poursuite d'Apophis. Pour cette mission, OSIRIS-REx a été renommé OSIRIS-APEX et il joue actuellement à chatte avec Apophis. Avec un peu de chance, le 2 avril 2029, lorsque l'astéroïde passera près de la Terre, la sonde spatiale atteindra Apophis pour s'y poser. Elle restera dessus pendant 18 mois, collectant des informations précieuses et prenant des milliers de photos. L'astéroïde sera surveillé à l'aide de puissants télescopes. À un certain moment, Apophis sera trop près du Soleil, et c'est alors OSIRIS-APEX qui s'occupera de le surveiller. Si vous vivez en Europe, en Asie de l'Ouest ou en Afrique, vous faites partie des chanceux qui auront l'opportunité unique dans une vie de voir Apophis à l'œil nu. Il sera visible dans le ciel de ces régions en 2029, et ceux qui ont des télescopes pourront à nouveau l'apercevoir en 2036. OSIRIS-APEX va certainement rencontrer quelques problèmes, car l'astéroïde a une croûte épaisse, et l'engin spatial ne sera pas en mesure de collecter des données aussi facilement que sur Bennu. OSIRIS-APEX possède un propulseur unique qui soufflera toute la poussière d'Apophis lors de son atterrissage. Ce sera une occasion parfaite pour analyser la surface de l'astéroïde et pour voir de quoi il est fait. La sonde passera 1 an et demi à cartographier l'astéroïde en essayant de détecter des changements dans sa forme. Toutes ces recherches montreront comment le corps céleste se déplace et nous aurons une meilleure idée de comment protéger notre planète de tels objets.
En 2025, la NASA va également lancer la mission Apophis Pathfinder, et ce sera le premier vaisseau spatial à jamais toucher cet astéroïde. Il atterrira environ 1 an après son lancement. De plus, la NASA a proposé d'envoyer un essaim de petits engins pour permettre à l'humanité de développer des tactiques de protection efficaces contre les impacts d'astéroïdes. Nous savons qu'Apophis provient de la ceinture d'astéroïdes principale située entre Mars et Jupiter. Au cours du dernier million d'années, ce corps céleste a changé de trajectoire en raison de l'influence considérable de la gravité de Jupiter. Maintenant, il semble favoriser davantage le Soleil, ce qui veut dire que cet astéroïde est très proche de la Terre. C'est pourquoi il est classé parmi les corps célestes voisins de notre planète. De nombreux tests ont été effectués pour trouver un moyen de s'occuper de ces astéroïdes. Parmi les solutions, il y a le forage et la détonation du corps spatial de l'intérieur, mais on teste aussi de nouvelles technologies, comme attacher des fusées afin de rediriger l'objet nuisible loin de la Terre. Nous pourrions également le frapper avec une force suffisamment puissante pour qu'il change de direction. Apophis est un astéroïde de type S composé de roches et de métaux, fer, nickel, etc., et qui ressemble à une cacahuète. Il peut nous en apprendre beaucoup sur le passé et aussi sur l'avenir. Les échantillons recueillis peuvent nous révéler comment la vie sur Terre a commencé et comment les plantes sont apparues. De nombreuses théories nous suggèrent que l'eau est arrivée sur notre planète grâce à un astéroïde ou une comète. Les astéroïdes sont comme de précieuses capsules temporelles. Contrairement aux roches terriennes, qui ont subi d'innombrables changements, comme l'érosion, la plupart des corps célestes sont intacts et beaucoup plus faciles à étudier. Quand des météores tombent sur Terre, ils sont recouverts de débris impossibles à nettoyer. Voilà pourquoi il est si important d'étudier Apophis dès maintenant. De plus, certains astéroïdes sont faits de métaux précieux, comme le platine. En ce moment, nous avons une forte demande en métaux destinés à l'industrie, et l'exploitation minière sur Terre est assez difficile. Un seul grand météore pourrait nous fournir en fer, en nickel, en or et en platine pour des millions d'années. Si Apophis contient tous ces métaux, il nous faudra le décomposer et le ramener sur Terre. Un seul astéroïde pourrait valoir des milliards de dollars. L'exploitation minière spatiale serait alors extrêmement rentable. Pourtant, cela nous coûterait plus cher de le ramener sur Terre que d'extraire ces matériaux ici. Avec le progrès technologique et le développement de nouveaux types de fusées, ce sera peut-être un jour possible. Donc, même si nous n'avons rien à craindre d'Apophis pendant encore une centaine d'années, il nous faut quand même savoir ce qui se passerait si un tel impact se produisait. Allez, avouez-le, vous voulez savoir. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous entendriez un énorme bruit et que vous sauriez qu'une catastrophe est arrivée même à des kilomètres de distance. Il vous faudrait partir de chez vous immédiatement. Peu après l'impact, de violents séismes se produiraient et les immeubles tomberaient comme d'eux-mêmes. Se tenir à l'écart des villes serait probablement la meilleure chose à faire. Mais il ne faudrait pas fuir en voiture. Il y aurait d'énormes embouteillages et tout le monde paniquerait. Vous déplacer à pied ou à vélo serait votre meilleure option dans ce scénario. Un moyen de transport privilégié serait l'avion. Du coup, si vous avez toujours rêvé d'obtenir votre brevet de pilote, vous avez maintenant une bonne excuse. Il vous faudrait aussi prendre de quoi manger et de quoi boire, et une paire de chaussettes en plus. Vivre près de l'océan ou de la mer est agréable. Mais dans ce scénario, il n'y aurait pas pire endroit. D'énormes vagues frapperaient en effet les côtes après l'impact. Loin de la zone d'impact, les tsunamis pourraient en prendre jusqu'à 30 heures pour arriver. Ça vous laisserait un peu de temps pour vous préparer. Théoriquement, les humains pourraient survivre à un astéroïde capable de détruire des planètes entières. Toutefois, ce ne serait pas une mince affaire. Remontons 66 millions d'années en arrière, à la fin de la période Crétacée. La Terre d'avant les humains, où prospéraient les dinosaures. La flore et la faune étaient riches et diversifiées. Vous auriez pu observer un T-Rex pourchassant un Tricératops, ou l'immense Alamosaurus, l'un des plus grands animaux ayant jamais foulé notre planète, dominant le paysage. Oui, il doit bien son nom à la région de Fort Alamo, et égard à l'ankylosaure, un véritable tank sur pattes qui balançait sa queue comme un boulet destructeur contre toute menace. Alors que vous vous apprêtez à profiter d'une soirée tranquille sous les étoiles, une nouvelle lumière étincelante apparaît dans le ciel de l'hémisphère nord. Au début, cette nouvelle étoile dans le ciel ne se distingue pas particulièrement, elle scintille simplement comme les autres. Mais laissez passer quelques heures et vous remarquerez qu'elle devient plus lumineuse.
Vérifiez de nouveau la nuit suivante, et boum, c'est l'objet le plus brillant dans le ciel, éclipsant les planètes et même la Lune. Et finalement, elle surpasse de manière terrifiante le Soleil. Cette étoile était le fameux astéroïde qui a laissé derrière lui l'immense cratère de Chicxulub, dans la péninsule mexicaine du Yucatan. L'astéroïde pénètre dans l'atmosphère terrestre à une vitesse vertigineuse de 20 km par seconde. Il traverse les 100 km de l'atmosphère en à peine 3 secondes. Il s'abat si rapidement que même l'air ne peut pas s'écarter. Il se trouve compressé et se réchauffe de milliers de degrés en un clin d'œil. Avant même que l'astéroïde ne touche le sol, cet air surchauffé a déjà vaporisé une grande partie de la mer où il s'apprête à frapper, près de la péninsule du Yucatan. Puis, dans une immense explosion, l'astéroïde s'écrase sur l'Amérique centrale avec un fracas assourdissant. Il ne se contente pas de heurter le sol, il liquéfie la terre et la roche. L'astéroïde creuse un trou si profond et si large qu'il atteint presque les couches internes de la Terre et projette des débris à plus de 30 km de hauteur. À l'instant précis de l'impact, l'astéroïde convertit également sa vitesse et sa masse colossale en chaleur en une fraction de seconde. Il libère tant d'énergie que les molécules se mettent à bouger plus rapidement qu'à la surface du Soleil. Cette énergie prodigieuse a créé une immense boule de plasma, un gaz ultra chaud et électriquement chargé, composé de fragments de roches vaporisés. Le tout a été projeté à des vitesses phénoménales. L'onde de choc de l'impact et la chaleur ont instantanément pulvérisé les alentours du site, déclenchant des tremblements de terre dans le monde entier. Et il n'y a pas que ces roches dont il faut se soucier. En traversant le ciel, elles frottent contre l'air, chauffant au point de provoquer des incendies planétaires. La chaleur qu'elles dégagent pourrait être comparée à celle d'un four réglé à sa température maximale. Cette pluie de feu entraîne la combustion de la plupart des arbres de la planète. Le monde entier s'embrase. Très vite, cela change tout. En un instant, les dinosaures sont anéantis, laissant place au règne des mammifères. Et pas seulement les dinosaures, 75% des espèces, et notamment des grandes créatures disparaissent, ne laissant derrière elles que quelques petits oiseaux et rongeurs. Alors, comment pourriez-vous, en tant qu'humain, survivre à un tel événement ? Certains animaux ont survécu à cette époque. Pour y parvenir, nous devons apprendre de leur résilience. Les seuls oiseaux qui survivent même aux conditions les plus difficiles sont ceux qui nichent en sécurité au sol. Parmi les rares grands animaux qui parviennent à éviter l'extinction, tous ont des stratégies pour faire face à la chaleur. Certains petits mammifères, serpents et lézards, peuvent se creuser des terriers souterrains plus frais. D'autres, comme les crocodiles et les tortues, se réfugient simplement dans l'eau. Ainsi, si vous vous trouvez à l'autre bout de la planète au moment de l'impact et que vous réagissez très rapidement, vous pourriez peut-être survivre. L'impact se produit à environ 6000 km de distance. Mais ne sous-estimez pas sa puissance. Dès que vous entendez le grand boom, réfugiez-vous sous terre aussi vite que possible. Et soyez prudent, car vous ne sentirez la terre trembler qu'environ 30 minutes plus tard. Cachez-vous dans une grotte profonde, de préférence avec une entrée étroite. Cela vous protégera des débris et les températures souterraines resteront stables. De plus, certaines grottes possèdent des sources d'eau naturelles, des rivières ou des ruisseaux. Vous devrez peut-être vous préparer à un régime alimentaire peu appétissant d'insectes, de champignons ou de petits animaux peu attrayants qui cherchent également refuge dans votre réseau de grottes. Mais c'est mieux que rien. Vous devez également vous tenir extrêmement loin de toute grande étendue d'eau. Être près de l'océan peut sembler une bonne idée lors d'un impact d'astéroïde, car la mer peut atténuer ces changements extrêmes de température. Néanmoins, les tremblements de terre déclenchent de terrifiants tsunamis, et ce même dans les lacs ou les fjords. L'impact de l'astéroïde déclenche non seulement un tsunami, mais plusieurs, et ils sont aussi hauts que des gratte-ciel. En l'espace d'une heure, d'énormes vagues mesurant de 180 à 300 mètres de haut frappent la côte du Golfe, s'abattant sur le Mexique et le sud des États-Unis, inondant des kilomètres à l'intérieur des terres. Ces vagues sont si puissantes qu'elles repoussent même les rivières en sens inverse. Ces tsunamis se propagent le long des côtes, atteignant la côte est des États-Unis. Et 6 heures plus tard, ils frappent l'Europe, l'Afrique et le bassin méditerranéen. 15 heures après l'impact, il n'y a plus une seule côte sur Terre qui n'ait pas ressenti la fureur de ces vagues. Supposons que vous ayez survécu à l'impact initial en vous abritant profondément sous terre. Vos ennuis ne font que commencer.
l'astéroïde de Chicxulub frappe une région riche en soufre, projetant 100 milliards de tonnes de soufre et une énorme quantité d'eau dans l'atmosphère. La vapeur d'eau forme d'immenses nuages d'orage, provoquant des pluies acides. Dans les régions plus froides, de terribles tempêtes recouvrent la Terre sous d'épaisses couches de neige jour après jour. L'impact vaporise également d'énormes quantités de pétrole, projetant l'équivalent de 150 stades de football d'hydrocarbures dans les airs. Ce pétrole se transforme en une épaisse suie noire dans la stratosphère, enveloppant la Terre comme du mazout. Même lorsque les pluies acides se calment, ce carbone reste au-dessus des nuages et ne se dissout pas. La couche de suie bloque 90% de la lumière du Soleil, plongeant la Terre dans une obscurité glaciale qui dure au moins 3 ans. La température moyenne du globe diminue d'environ 50 degrés. Lorsque vous quittez enfin votre grotte, vous devez trouver des endroits où vous ne gèlerez pas. Les seuls lieux épargnés par le gel sont des îles tropicales comme Madagascar, l'Inde, qui était encore une île à l'époque, et l'Indonésie. Ces endroits possèdent encore des plantes et quelques animaux, et continuent à recevoir de l'eau douce, contrairement à la majorité de la planète. Tout le reste ressemble à un vaste désert nucléaire. Ces îles tropicales sont des refuges pendant l'apocalypse, mais ce ne sont pas des paradis pour autant. Elles reçoivent à peine 10% de leur ensoleillement habituel et juste assez de pluie pour éviter de se transformer en désert. Dans ce cadre sombre et froid, la plupart des chaînes alimentaires s'effondrent. Pour survivre, vous devrez apporter beaucoup de nourriture avec vous, pour les 6 prochaines années au moins. Certains organismes ont la chance de survivre. Les fossiles nous montrent que les écosystèmes d'eau douce s'en sortent bien, de sorte que rester près d'une rivière ou d'un estuaire pourrait être votre meilleure chance de trouver de la nourriture. Vous pourriez y croiser des tortues, des crocodiles et quelques poissons. Des créatures comme les palourdes, les escargots et les petits crustacés, tapis dans les sédiments, parviennent également à résister. Bien que ces contrées soient un peu plus chaudes que les autres, elles ne sont pas de tout repos. Il vous faudrait emporter des vêtements chauds pour accroître vos chances de survie. En résumé, le meilleur endroit où survivre à l'astéroïde de Chicxulub serait l'Indonésie, une région tropicale montagneuse composée de plusieurs îles. Vous y trouveriez des températures vivables, un peu de pluie et de profondes cavernes où vous abritez. Cela pourrait vous protéger des pluies de roches en fusion, de la chaleur intense, et même vous aider à trouver de la nourriture dans les rivières et les lacs. Mais si vous tombez sur des créatures ressemblant à des musaraignes dans votre quête de nourriture, voyageurs temporels que vous êtes, merci de les laisser tranquilles. On ne sait pas combien ont survécu à l'impact de Chicxulub et en manger une seule pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l'avenir de l'humanité. En d'autres termes, ne mangez pas votre arrière-arrière-arrière-arrière-père. D'accord ? Les astéroïdes constituent une menace tangible et préoccupante. Certains atteignent une taille suffisante pour engendrer de terribles conséquences en cas d'impact avec notre planète. Parmi eux, un en particulier fait la une ces derniers jours. 9942 Apophis. Une récente étude a révélé qu'une faible probabilité subsiste pour qu'il entre en collision avec la Terre lors de son passage rapproché en 2029. Mais une question se pose. L'astéroïde survivra-t-il à cette rencontre ? Apophis, aussi connu sous le nom d'Apep, la divinité égyptienne incarnant le chaos et la destruction, est aujourd'hui l'un des astéroïdes les plus redoutés. Découvert en 2004, ce corps spatial mesure environ 340 mètres de diamètre, soit une hauteur comparable à celle de la Tour Eiffel. En raison de ses dimensions et de sa trajectoire prévue en 2029, les astronomes le considèrent comme un objet potentiellement dangereux, une catégorie regroupant les astéroïdes et autres corps célestes, s'approchant de la Terre et présentant une taille suffisante pour nécessiter une surveillance rigoureuse. À ce jour, les scientifiques jugent le risque d'impact extrêmement faible, inférieur à une chance sur 1 milliard. Il semble donc raisonnable d'affirmer que notre planète n'est pas en danger. L'astéroïde, en revanche, pourrait en pâtir. Lorsque Apophis frôlera la Terre en 2029, l'intense attraction gravitationnelle qu'il subira pourrait le secouer avec une telle brutalité qu'il éprouvera un phénomène comparable à un tremblement de terre, un véritable astroséisme, en quelque sorte. La force exercée par cette interaction gravitationnelle pourrait provoquer la fragmentation de certaines parties de sa surface, projetant ses débris dans l'espace. Bien que cet événement ne soit pas synonyme de désintégration totale, il est fort probable qu'Apophis perde une quantité non négligeable de matière au cours de son passage à proximité de notre planète. Une partie de ces fragments pourrait rester en orbite autour de l'astéroïde, tandis que d'autres pourraient dériver vers les confins de l'espace. À long terme,
Un tel bouleversement risquerait d'affecter sa rotation, modifiant son mouvement ou induisant une inclinaison inédite. Ce phénomène suscite un vif intérêt parmi les chercheurs, car il pourrait offrir des enseignements précieux sur la manière dont les astéroïdes réagissent lorsqu'ils sont soumis à de puissantes forces gravitationnelles. Revenons maintenant à la Terre, quoique nous n'ayons jamais vraiment quitté notre planète. Il se trouve que même si cet astéroïde n'a pas les dimensions nécessaires pour provoquer une extinction massive, comme celui qui a anéanti les dinosaures, il demeure suffisamment imposant pour infliger des dégâts majeurs à une métropole en cas d'impact. Il pourrait également entraîner des perturbations climatiques globales. Pour l'heure, les prévisions indiquent qu'Apophis frôlera notre planète à une distance avoisinant les 32 000 km. Cela reste extrêmement proche à l'échelle cosmique, mais suffisamment éloigné pour éviter une collision. Pour mieux situer cette distance, elle représente moins d'un dixième de l'écart séparant la Terre de la Lune. Ainsi, même si un impact semble peu probable, ce passage pourrait perturber certains satellites en orbite terrestre, qui se retrouveront bien plus près d'Apophis que nous. L'élément clé à retenir est que le risque de collision ne pourra être totalement écarté avant plusieurs années. À mesure que l'astéroïde se rapproche, les astronomes suivront avec une attention accrue l'évolution de sa trajectoire, pour s'assurer qu'il ne soit pas dévié par l'effet de l'attraction gravitationnelle terrestre. En réalité, cette force pourrait même induire des transformations importantes au sein d'Apophis lui-même. Bien qu'Apophis ne menace pas directement la survie de l'humanité, un impact avec la Terre engendrerait néanmoins de graves conséquences. L'impact pourrait détruire une ville entière, et les perturbations climatiques qui en découleraient pourraient compromettre l'agriculture sur plusieurs années. Il ne s'agirait certes pas d'un cataclysme d'ampleur planétaire, mais ses répercussions seraient loin d'être négligeables. Apophis n'est d'ailleurs pas l'unique menace d'origine céleste à surveiller. Les scientifiques scrutent en permanence le ciel à la recherche d'autres astéroïdes susceptibles de représenter un danger. Et, grâce aux avancées technologiques récentes, les astronomes sont en mesure de détecter et de suivre ces objets depuis des distances considérables. Une approche innovante consiste à observer les pluies de météores. Celles-ci sont en réalité générées par des comètes à longue période, qui tournent autour du Soleil depuis des siècles, voire des millénaires. En passant à proximité de notre étoile, elles laissent dans leur sillage des particules de poussière et des fragments rocheux qui, lorsqu'ils croisent l'orbite terrestre, donnent naissance à ces pluies fulgurantes. Les scientifiques examinent divers paramètres liés à ces phénomènes, notamment leur vitesse, leur direction et leur provenance. Ces analyses permettent d'identifier l'astéroïde ou la comète d'origine, et surtout d'anticiper la trajectoire de certains objets célestes dangereux bien avant qu'ils ne menacent notre planète. Le projet Legacy Survey of Space and Time, qui sera conduit depuis l'observatoire Vera Rubin au Chili, promet de renforcer ses capacités de détection. Les astronomes prévoient désormais d'élaborer une cartographie précise du ciel, en mettant en évidence les zones où ces pluies de météores sont les plus susceptibles de se produire. Grâce à ces avancées, il sera possible de déterminer quels astéroïdes pourraient constituer un danger pour la Terre à long terme, offrant ainsi un délai suffisant pour concevoir des stratégies d'intervention. Pourtant, même à l'heure actuelle, plusieurs de ces corps célestes représentent une menace sérieuse. Examinons quelques-uns d'entre eux. Prenons l'exemple de l'astéroïde Bennu, découvert par les astronomes en 1999. Cet imposant bloc rocheux, riche en carbone, mesure environ 500 mètres de diamètre, soit une taille équivalente à celle du Shanghai World Financial Center. À ce jour, il constitue la plus grande menace connue pour notre planète. Toutefois, inutile de céder à la panique, une éventuelle collision n'aurait pas lieu avant longtemps. Selon les calculs des scientifiques, la probabilité que Bennu percute la Terre le 24 septembre 2182 est de 0,037%, soit une chance sur 2700. Si un tel impact devait se produire, l'énergie libérée serait d'une ampleur telle qu'elle pourrait raser une vaste étendue. Heureusement, un impact de Bennu ne mettrait pas en péril l'ensemble de la planète. Toutefois, si cet astéroïde venait à frapper une ville, les dégâts seraient catastrophiques. Récemment, la sonde OSIRIS-REx de la NASA a prélevé des échantillons à sa surface, permettant aux scientifiques d'en apprendre davantage sur sa composition et son comportement. Un autre astéroïde mérite également notre attention. Découvert en 1950, il n'a été observé à nouveau qu'en l'an 2000. Les calculs actuels indiquent une probabilité extrêmement faible, une chance sur 34 500, qu'il percute la Terre le 16 mars 1880. Dans plus de 800 ans, autant dire que je ne m'en fais pas personnellement. En cas d'impact, l'énergie dégagée serait colossale, capable de provoquer une catastrophe d'ampleur planétaire, avec un risque potentiel d'extinction de l'humanité. Un autre astéroïde, repéré bien plus récemment,
retient également l'attention des chercheurs. Il a été découvert en octobre 2023 et présente une probabilité infime, une chance sur 181 000, de heurter la Terre le 10 octobre 2119. Impressionnant, ils ont calculé ça au jour près. Si une collision devait avoir lieu, l'énergie libérée serait suffisante pour causer des ravages sur de vastes zones. Malgré la faiblesse de ce risque, il demeure un objet à surveiller. Voici maintenant un astéroïde qui est qualifié de perdu, car il n'a pas été revu depuis 2007, ce qui n'est guère étonnant tant sa trajectoire est incertaine. D'après la NASA, il existerait une possibilité infime, environ 1 sur 10 millions, qu'il frappe la Terre le 3 mars 2030. Si un tel événement se produisait, l'impact provoquerait des dégâts considérables à l'échelle régionale. Enfin, un dernier vagabond de l'espace mérite d'être mentionné. Son observation remonte à 1979, et les scientifiques estiment qu'il y a une probabilité infime, 1 sur 1,8 million, qu'il percute notre planète le 14 décembre 2113. À noter dans vos agendas, si l'impact devait survenir, les dégâts seraient importants, mais l'humanité devrait y survivre. Bien que la probabilité d'une collision avec un astéroïde demeure faible, les conséquences d'un tel événement pourraient être désastreuses. C'est pourquoi les chercheurs redoublent d'efforts pour surveiller ces objets et anticiper leur trajectoire. Grâce aux progrès technologiques, nous sommes désormais en mesure de repérer plus tôt les objets menaçants et d'en suivre l'évolution avec plus de précision, ce qui nous laisse une marge de manœuvre pour élaborer des stratégies de protection. Imaginez un astéroïde si riche en métaux précieux qu'il pourrait faire de chaque habitant de la Terre un milliardaire. Ce n'est pourtant pas de la science-fiction, mais bien une réalité. Il s'agit de 16 Psyché, un gigantesque corps céleste métallique en orbite entre Mars et Jupiter. Son caractère exceptionnel ne tient pas seulement dans sa valeur astronomique, estimée à 10 trillions de dollars. Cet astéroïde recèle aussi des indices essentiels sur la formation des planètes rocheuses comme la Terre. En octobre 2023, la NASA a lancé la sonde Psyché pour explorer ce trésor cosmique. Elle devrait atteindre l'astéroïde en août 2029 et les astronomes espèrent en tirer des informations précieuses. Cette mission pourrait révéler non seulement l'abondance des métaux sur Psyché, mais aussi les processus qui régissent la formation des planètes. Mais qu'est-ce qui rend Psyché si unique? Découvert en 1852 par un astronome italien, il fut le 16e astéroïde répertorié, d'où son nom. Il se démarque parmi les innombrables roches de la ceinture d'astéroïdes grâce à sa composition métallique. Contrairement aux astéroïdes rocheux ou glacés, Psyché semble être principalement constitué de fer et de nickel, avec peut-être des traces d'or et d'autres métaux rares. Avec un diamètre d'environ 280 km, Psyché n'est pas le plus grand des astéroïdes et reste surpassé par Cérès. Sa taille demeure néanmoins impressionnante. Sa superficie atteint 1605 000 km², soit l'équivalent de l'État de Floride. Les astronomes estiment que jusqu'à 60% de sa surface pourrait contenir des métaux précieux. Les scientifiques pensent également que cet astéroïde pourrait être le noyau mis à nu d'un ancien planétésimal, une protoplanète en cours de formation orbitant autour d'une étoile. Ce corps céleste aurait pu évoluer pour devenir une planète à part entière si une collision cataclysmique ne l'avait pas détruit il y a plusieurs milliards d'années. Si cette hypothèse se confirme, Psyché pourrait nous offrir un aperçu inédit de l'intérieur des planètes telluriques comme la Terre, dont le noyau demeure enfoui sous d'épaisses couches de croûte et de manteaux. Vous vous souvenez de cette sonde spatiale envoyée explorer l'astéroïde? Après avoir quitté la Terre pour se lancer dans cette ambitieuse mission, Psyché parcourra la distance vertigineuse de 3,5 milliards de kilomètres avant d'atteindre son objectif. Ce long périple s'étalera sur près de 6 ans. En mai 2026, elle passera à proximité de Mars et exploitera la gravité de la planète rouge pour s'élancer encore plus profondément dans l'espace. Cette technique, appelée assistance gravitationnelle, augmentera sa vitesse et affinera sa trajectoire vers l'astéroïde. Lorsque Psyché l'atteindra en août 2029, elle entamera une phase d'observation longue de 26 mois, au cours de laquelle elle analysera sa surface, identifiera sa composition et tentera d'en retracer l'histoire. Pour mener à bien cette étude, Psyché est dotée d'une panoplie d'instruments de pointe. Parmi eux,
Un imageur multispectral capturera des clichés haute résolution de la surface de l'astéroïde, permettant ainsi aux scientifiques d'en examiner la texture et la composition. Un spectromètre gamma et neutronique analysera sa structure chimique et déterminera notamment sa teneur en métaux. Un magnétomètre sera chargé de détecter la présence d'un éventuel champ magnétique. Une découverte qui renforcerait l'hypothèse selon laquelle Psyché serait un ancien noyau planétaire. Enfin, un système radio à supra-haute fréquence servira à mesurer le champ gravitationnel de l'astéroïde, fournissant ainsi des indices précieux sur sa structure interne et sa densité. La NASA ne dépêche pas cette sonde pour évaluer la valeur marchande de l'astéroïde en tant que ressource minière, du moins, pas encore. L'objectif principal de la mission est avant tout scientifique. Les chercheurs espèrent y répondre à des questions fondamentales sur la formation et l'évolution des planètes. Cet astéroïde pourrait ainsi nous aider à comprendre comment un matériau en fusion refroidit pour former un noyau planétaire. Une autre question est, pourquoi cet astre n'a-t-il pas réussi à devenir une planète ? Son étude pourrait éclairer les raisons pour lesquelles certains corps célestes évoluent en planètes, tandis que d'autres non. Bien que la mission de la NASA soit purement exploratoire, elle a aussi éveillé un intérêt pour l'exploitation minière des astéroïdes. Avec une valeur estimée à 10 trillions de dollars, Psyché pourrait, en théorie, fournir suffisamment de matières premières pour transformer l'industrie terrestre. Une telle entreprise reste hypothétique et ne se concrétiserait pas avant plusieurs décennies, si elle se concrétise un jour. Pourtant, l'idée intrigue. Mais si ces métaux arrivèrent sur Terre, leur abondance pourrait provoquer un effondrement de la valeur des métaux précieux comme l'or, bouleversant ainsi les marchés mondiaux. En parlant de ressources précieuses, d'où viennent l'or, le platine et d'autres métaux rares présents sur Terre? Ces éléments dits sidérophiles ont une origine cosmique tout aussi fascinante que Psyché. Ils sont apparus lors de phénomènes cataclysmiques survenus il y a des milliards d'années, notamment lors de kilonovae, des collisions entre étoiles à neutrons qui projettent dans l'espace d'énormes quantités de métaux. Ces éléments ont ensuite été intégrés au nuage de gaz et de poussière qui a donné naissance à notre système solaire. Lorsque la Terre s'est formée, la majorité des métaux lourds ont migré vers son noyau riche en fer. Pourtant, certains d'entre eux n'ont pas atteint les profondeurs de la planète. De violents impacts avec des protoplanètes errantes, comme Theia, l'objet de la taille de Mars, qui aurait contribué à la formation de la Lune, ont piégé une partie de ces éléments dans le manteau terrestre. Des modèles informatiques récents expliquent comment cela s'est produit. Après chaque collision majeure, la surface de la Terre se transformait temporairement en un immense océan de magma. En s'enfonçant à travers cette mer de roches en fusion, les métaux atteignaient une couche partiellement solide qui freinait leur descente et les retenait dans le manteau plutôt que dans le noyau. Ensuite, sous l'effet de la convection thermique, ces métaux sont remontés vers la surface, où ils sont devenus accessibles à l'exploitation minière des milliards d'années plus tard. Si l'attention du public se concentre aujourd'hui sur les métaux de Psyché, il ne faut pas oublier que l'espace recèle bien d'autres trésors. Les scientifiques ont découvert, ou du moins théorisé, l'existence de pierres précieuses dispersées dans l'univers. Prenons l'exemple des diamants, constitués de carbone pur, un élément omniprésent dans le cosmos. Ils se forment sur Terre à de très hautes pressions et températures, profondément enfouis dans le manteau. Or, des conditions similaires peuvent ne se retrouver dans l'espace. Des nanodiamants, qui sont de minuscules cristaux, ont ainsi été identifiés dans certaines météorites. Certaines contiennent même des gaz qui offrent aux chercheurs des indices précieux sur l'histoire du système solaire primitif. Selon certaines théories, il pourrait même pleuvoir des diamants sur Neptune et Uranus. Sur ces géantes glacées, les pressions colossales seraient capables de transformer le carbone en structure cristalline. Par ailleurs, des études suggèrent que certaines exoplanètes, selon leur taille et leur distance à leur étoile, pourraient renfermer des gemmes telles que des rubis ou des saphirs. Même notre Lune possède ses propres minéraux extraterrestres. Des traces de zircon cubique ont été retrouvées dans les échantillons lunaires. L'espace pourrait donc abriter bien plus de trésors que nous ne l'imaginions. Mais revenons à la mission Psyché. Elle pourrait non seulement dévoiler tout le potentiel des ressources spatiales, mais aussi mettre en lumière les défis liés à leur exploitation. Par exemple, extraire des matériaux d'un astéroïde nécessiterait des robots autonomes capables d'évoluer dans des environnements extrêmes.
En plus de cela, il faudrait mettre en place des systèmes de transport efficaces pour acheminer ces ressources vers la Terre, ou les traiter directement en orbite. Il serait également crucial de veiller à ce que ces activités ne perturbent ni les écosystèmes terrestres, ni les équilibres de l'espace. Par ailleurs, la question juridique reste un enjeu majeur. Le traité de l'espace de 1967 interdit aux nations de revendiquer la souveraineté d'un corps céleste, mais l'arrivée d'entreprises privées dans la conquête spatiale relance le débat sur la propriété et le partage des ressources. Enfin, l'introduction massive de métaux extraterrestres sur Terre pourrait bouleverser les marchés mondiaux. C'est pourquoi certains experts estiment que ces matériaux devraient plutôt être exploités sur place pour la construction d'habitats, de satellites ou encore de vaisseaux spatiaux. Quoi qu'il advienne de l'exploitation de 16 Psyché, l'exploration de cet astéroïde apportera un éclairage inédit sur la formation du système solaire et les processus qui ont façonné notre planète. Depuis le 1er décembre 2024, la sonde poursuit son périple en suivant l'orbite du Soleil, en route vers sa cible. Ce voyage ne se limite pas à enrichir notre compréhension de l'univers. Il repousse également les limites du possible pour l'humanité dans sa conquête spatiale. Les spécialistes expliquent que l'Afrique est en train de se scinder en deux, et voici à quoi elle pourrait ressembler. Observé de près, le phénomène est encore plus saisissant. Une gigantesque faille s'étire du Mozambique au sud jusqu'à la mer Rouge au nord. Elle ne cesse de s'accroître année après année, fracturant le sol et anéantissant des habitations. Aujourd'hui, on estime que cette séparation continentale pourrait survenir bien plus rapidement que prévu. L'Afrique se disloque sous l'effet du déplacement de la plaque somalienne. Imaginez une séparation spectaculaire entre plaques tectoniques. À l'est, la plaque somalienne. À l'ouest, la plaque nubienne. Et dans ce processus de rupture, la plaque somalienne s'éloigne inexorablement, prenant ses distances avec la plaque nubienne. Ce mouvement est à l'origine du rift est-africain, une région où les plaques se désolidarisent, où le magma remonte sans relâche des profondeurs terrestres, et où de nombreux volcans en activité voient le jour. C'est une zone de chaleur extrême, où les températures diurnes peuvent atteindre 55 degrés Celsius, tandis que la nuit, elles ne redescendent qu'à 35 degrés. Au cœur de cette fournaise se trouve le triangle de Lafar, aussi appelé dépression de Lafar. Son relief est d'une grande singularité. Le processus de rift engendre des vallées, des failles et d'impressionnantes fissures qui ne cessent de s'étendre. Prenez par exemple cette faille colossale de 56 km de long, située dans le désert éthiopien. Sa largeur est telle qu'un être humain pourrait s'y glisser sans difficulté, mais le plus inquiétant reste son expansion constante. Elle s'élargit de plus d'1 centimètre chaque année. L'écartement progressif des plaques nubiennes et somaliennes pourrait également donner naissance à un nouvel océan en Afrique. Un tel phénomène n'a rien d'inédit. Il y a environ 150 millions d'années, alors que les dinosaures peuplaient encore la Terre, un mouvement tectonique comparable a conduit à la formation de l'océan Atlantique. À l'origine, les continents ne formaient qu'un seul bloc, mais l'apparition d'une faille au sein de la Pangée a provoqué leur éloignement, divisant ainsi les hémisphères Est et Ouest. Un processus similaire est à l'œuvre dans cette fracture africaine. Selon les spécialistes, les eaux de l'océan Indien pourraient, à terme, submerger la vallée du rift est-africain, donnant ainsi naissance à ce qui serait le 6e océan. Toutefois, il est peu probable que vous puissiez un jour vous baigner dans ces eaux. D'après le géophysicien Ken McDonald, expert des failles tectoniques, cette rupture spectaculaire pourrait se produire d'ici 1 à 5 millions d'années. À l'échelle géologique, c'est une évolution rapide, bien plus que ce que la majorité des chercheurs avaient anticipé. Même si vous ne serez pas témoin de la dislocation de l'Afrique, les populations locales, elles, en ressentiront pleinement les effets. Elles devront faire face à des éruptions volcaniques violentes et à de puissants séismes, conséquence directe de ce bouleversement géologique progressif. Un exemple frappant est cette faille impressionnante dans le désert éthiopien dont nous avons déjà parlé. Elle est apparue en 2005, après que la région a subi 2 éruptions volcaniques et 163 séismes, tous d'une magnitude supérieure à 3,9. Habituellement, une fracture aussi vaste met des siècles à se former. Mais dans ce cas, elle s'est développée en l'espace de quelques jours seulement, révélant ainsi l'extrême intensité du phénomène. En réalité, une activité sismique aussi intense peut accélérer le processus de fragmentation de l'Afrique, rendant toute estimation précise du délai extrêmement complexe.
Ce que l'on sait, en revanche, c'est que cette nouvelle terre est déjà désignée sous le nom de continent nubien. Si les prévisions se vérifient, elle englobera la Somalie, le Kenya, la Tanzanie et une partie de l'Éthiopie. Ce phénomène est aussi fascinant qu'inquiétant. Avec l'émergence de nouveaux littoraux, les pays concernés devront procéder à d'importants ajustements en matière d'infrastructures et d'aménagement du territoire. De nombreuses routes, habitations et autres constructions situées à proximité ou directement dans la vallée du Rift Est africain risquent d'être détruites. Au Kenya, par exemple, des fissures ont éventré une route très fréquentée, poussant les autorités à tenter, en vain, de combler l'écart avec des rochers et du ciment. Dans un autre cas, une femme âgée dînait tranquillement en famille lorsque sa maison s'est brutalement fendue en deux. Plus récemment, dans la région d'Afar, en Éthiopie, des séismes ont ravagé 37 écoles, contraignant près de 5000 élèves à abandonner leur salle de classe. Malheureusement, des drames de ce type risquent de devenir de plus en plus fréquents dans les années à venir. Toutefois, cette transformation ne présente pas que des inconvénients. Des pays enclavés comme la Zambie et l'Ouganda pourraient voir apparaître des côtes, ce qui représenterait une opportunité majeure pour eux. L'accès à un littoral leur permettrait d'ouvrir de nouvelles routes commerciales et de diversifier leur économie, sans oublier le développement touristique. Avec ces plages paradisiaques fraîchement formées, ces nations pourraient devenir des destinations prisées par les voyageurs. Par ailleurs, la biodiversité de ce nouvel océan subira d'importants bouleversements, favorisant peut-être l'émergence de nouvelles espèces marines. Observons de plus près. Voici la zone où la faille est actuellement la plus avancée. Autrement dit, c'est probablement ici que la séparation du continent africain se produira. Toutefois, le processus pourrait s'avérer plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a quelque temps, Michael Daly, géologue à l'université d'Oxford, a émis l'hypothèse que cette faille pourrait s'étendre davantage vers l'ouest. De récentes découvertes viennent appuyer cette théorie, suggérant que la fissure pourrait se prolonger vers le sud, traversant le Botswana jusqu'en Afrique du Sud, et vers l'ouest, à travers la Namibie, jusqu'à l'océan Atlantique. Si ces fractures primaires venaient à s'agrandir et à se transformer en profondes crevasses, l'océan pourrait s'y engouffrer et combler ses vides. Selon les experts, l'Afrique pourrait se morceler au point de se transformer en un vaste archipel. Mais encore une fois, nous n'assisterons à rien de tout cela, car un tel phénomène s'étalera sur des dizaines de millions d'années. Il est déjà établi que l'Afrique risque de se fragmenter en une multitude d'îles imposantes, voire en plusieurs petits continents. La situation s'annonce également délicate pour Madagascar. La 4e plus grande île au monde pourrait à terme se scinder. Mais pourrait-on assister à l'inverse? Autrement dit, l'éloignement des plaques nubiennes et somaliennes pourrait-il engendrer la formation de nouvelles terres émergées? En réalité, à mesure que ces plaques tectoniques divergent, le magma issu du manteau terrestre peut remonter à la surface. En refroidissant, il se solidifie et donne naissance à de nouvelles terres. C'est ainsi que des régions comme l'Islande et les Açores ont vu le jour. Ainsi, il est tout à fait envisageable que le même processus se produise dans la vallée du Rift Est africain, et qu'à long terme, de nouvelles îles viennent s'y former. À ce jour, tout ce que l'on peut affirmer, c'est que la géologie de la dépression de l'Afar est véritablement singulière. Il s'agit du système de rift le plus actif de la planète. Lorsqu'on parle de rift, on désigne une zone où les plaques tectoniques s'écartent. Cette région concentre une multitude de phénomènes. Failles dans la croûte terrestre, zones volcaniques et même la possible naissance d'un 6e océan. Pour les experts, c'est une occasion unique d'observer de près l'évolution des rifts. En raison de son intense activité volcanique, cette zone présente également un immense potentiel pour l'exploitation de l'énergie géothermique, qui consiste à utiliser la chaleur issue des entrailles de la Terre pour produire de l'électricité. 2 centrales sont déjà opérationnelles en Éthiopie, l'une située dans la vallée du Rift éthiopien, l'autre dans la région de l'Afar. À présent, les géologues sont en quête de nouveaux sites potentiels. Lorsque nous observons cette profonde fissure dans le sol, nous savons qu'elle résulte du mouvement des plaques tectoniques. Cela ne fait aucun doute. En revanche, ce qui demeure encore inexpliqué, c'est la raison précise pour laquelle ces fissures apparaissent à des endroits bien déterminés. Prenons l'exemple d'une faille qui s'est formée au Botswana après un séisme de magnitude 6,5 en 2017. Contrairement aux attentes, l'épicentre ne se situait pas dans la zone de rift, là où les plaques sont en mouvement. Il était bien plus au sud. Or, un rift qui se développe sans activité volcanique est une anomalie, ce qui remet en question nos modèles traditionnels de la fragmentation des continents.
Déterminer les raisons exactes de l'apparition de ces fissures demeure un mystère à élucider pour les scientifiques, qui cherchent à comprendre comment l'Afrique est en train de se scinder. Espérons que des réponses émergeront, avant que le continent ne finisse par se transformer en un immense archipel.